On s'est tous déjà posé la question, non? Comment une application de streaming peut savoir si on a adoré ou détesté un film juste en lisant nos commentaires? Eh bien aujourd'hui, on va justement lever le voile sur les coulisses de l'IA pour découvrir comment on lui apprend à déchiffrer les émotions qui se cachent derrière nos mots. C'est un voyage assez fascinant au cœur du langage machine. Alors, la grande question, comment un ordinateur fait-il la différence entre un film excellent et un film mauvais? La clé, en fait, ce n'est pas du tout la grammaire, c'est vraiment le poids émotionnel des mots. Et c'est exactement le défi que les ingénieurs ont dû relever. La solution, vous allez voir, est aussi simple qu'ingénieuse. Et la solution, eh bien, elle repose sur une idée à la fois simple et super puissante. Créer des dictionnaires spécialement pour les machines. Et attention, on ne parle pas du bon vieux dico qui prend la poussière sur une étagère, non. Ces outils sont conçus spécifiquement pour interpréter le langage humain. Alors, le nom technique pour ces fameux dictionnaires, c'est un lexique. Pour faire simple, imaginez une sorte de super liste de mots où chaque mot a une étiquette, positif, négatif, et parfois même une note pour indiquer son intensité. C'est vraiment le point de départ, la base de tout, pour qu'une machine commence à déchiffrer nos émotions. Bon, pour construire ces lexiques, il y a en gros deux grandes méthodes. D'un côté, on a le lexique classifié. Ça, c'est l'approche hyper simple, un fichier avec les mots positifs, un autre avec les mots négatifs, point. Et de l'autre côté, on a le lexique interprétatif. Là, c'est beaucoup plus sophistiqué, ça fonctionne un peu comme un vrai dictionnaire, en donnant le sens, le contexte, ce qui permet beaucoup plus de finesse. Mais forcément, on s'est vite rendu compte que positif ou négatif, c'était un peu binaire. Ça ne suffisait pas. Alors, on a fait évoluer le système. On est passé de ces listes toutes simples à des systèmes de notation bien plus précis, capables de saisir toutes les subtilités de notre langage. Et attention, quand on dit liste, il faut s'imaginer des ressources absolument colossales. Prenez le General Inquirer de Harvard, par exemple. Il contient déjà des milliers de mots classés. D'autres, comme MPQA ou celui de Bing Liu, en ont quasiment 8000. C'est juste un travail de titan accumulé sur des années pour bâtir ces fondations. Mais voilà, c'est là que les choses se compliquent et deviennent vraiment intéressantes. Le langage humain est rarement tout noir ou tout blanc. Un seul mot peut avoir des sens très différents selon la phrase, n'est-ce pas? Prenons un exemple concret, le mot estimable. Il peut vouloir dire digne de respect, ce qui est plutôt 75% positif, mais il peut aussi signifier qu'il peut être calculé. Et là, c'est 100% objectif, neutre. Eh bien, les lexiques les plus poussés, comme SentiWordNet, sont capables de gérer ça. Ils donnent à chaque mot 3 scores, un pour la positivité, un pour la négativité et un pour l'objectivité. C'est cette finesse-là qui fait toute la différence. Ok, assez de théorie. Voyons un peu comment tout ça fonctionne en pratique. Imaginons qu'on veuille analyser des milliers de critiques de films pour savoir ce que les gens en pensent vraiment. Alors, concrètement, comment ça se passe? La machine va lire toutes ces critiques. Et qu'est-ce qu'elle va remarquer? Eh bien, que des mots comme amazing, great ou awesome reviennent tout le temps dans les critiques 9 ou 10 étoiles. En voyant ce schéma se répéter encore et encore, des milliers de fois, elle fait le lien. Ok, ces mots-là sont super positifs. Et évidemment, ça fonctionne exactement de la même manière pour le négatif. Les mots comme bad, terrible, depressing, on les retrouve quasi systématiquement dans les pires critiques. Le lien est tellement évident que la machine apprend à une vitesse folle à associer ces termes à une très forte négativité. Maintenant, on arrive à la question à 1 million. Comment fait-on pour créer ces listes gigantesques? Parce qu'on ne va quand même pas étiqueter des dizaines de milliers de mots à la main, un par un. Ce serait impossible. Et c'est là qu'interviennent des techniques d'apprentissage vraiment malignes. La vraie question, c'est donc, comment une machine peut-elle apprendre par elle-même? Comment, à partir d'une toute petite poignée de mots qu'on lui donne, peut-elle deviner le sens émotionnel de milliers d'autres? La solution s'appelle l'apprentissage semi-supervisé. Et franchement, le processus est super élégant. D'abord, on donne à la machine un tout petit jeu de mots de départ qu'on a étiqueté nous-mêmes. Ensuite, l'algorithme va scanner des tonnes et des tonnes de textes pour repérer des schémas, des liens entre de nouveaux mots et notre petite liste. Enfin, il utilise ces liens pour deviner le sentiment de milliers de nouveaux mots, tout seul. Pour que ce soit plus clair, voilà un exemple tout simple de ces fameux schémas. La machine va vite comprendre un truc. Quand deux adjectifs sont reliés par « et », en général, ils ont la même couleur émotionnelle. Juste et légitime, ça va dans le même sens. Par contre, quand il y a un « mais », c'est souvent le contraire. Juste mais brutal. C'est en repérant ces petits connecteurs logiques qu'elle arrive à enrichir son vocabulaire de manière exponentielle. Et pour mesurer la force de ces liens, il y a même une formule mathématique pour ça. Ça s'appelle l'information mutuelle ponctuelle ou PMI.
Alors pas de panique, on ne va pas faire de maths, mais en gros l'idée c'est de calculer si deux mots apparaissent ensemble bien plus souvent que par pur hasard. Ça permet de donner un score, une note chiffrée, à la force du lien émotionnel entre deux mots. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. L'aboutissement de ce concept, ce n'est plus seulement de créer un dictionnaire des émotions, mais de bâtir une carte complète et interconnectée de l'ensemble du langage. Et c'est exactement ce que fait un projet qui s'appelle WordNet de l'Université de Princeton. Et là, on change complètement de dimension. On oublie les listes de mots positifs ou négatifs. L'ambition, ici, c'est de cartographier la totalité du réseau de sens qui relie les mots entre eux. Et pour se donner une idée de l'échelle du projet, c'est juste vertigineux. WordNet, c'est plus de 117 000 noms, des dizaines de milliers de verbes, d'adjectifs, d'adverbes. C'est littéralement une tentative de modéliser toute la richesse de la langue anglaise dans une gigantesque base de données. Mais le plus fou, ce n'est même pas le nombre de mots, c'est la façon dont ils sont organisés. WordNet ne fait pas que les lister, il les connecte dans un immense réseau. Par exemple, il sait que petit déjeuner est un type de repas. Il sait aussi qu'un pied est une partie d'une table. Il cartographie les contraires, les synonymes. C'est une véritable toile d'araignée de sens qui va bien au-delà d'un simple classement positif, négatif. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. À mesure que les machines construisent des cartes de notre langage aussi complexes, aussi nuancées, comment est-ce que leur compréhension du monde va évoluer? Est-ce qu'un jour, elle pourra vraiment rivaliser avec la nôtre? C'est une question qui reste ouverte et qui est absolument fascinante.